Ok, alors je suis content, j'ai un exemple de modèle non standard. Et donc, passer la stupeur du fait de ce théorème d'incomplétude et du fait qu'on est en train de dire qu'on ne peut pas formaliser les mathématiques, on peut se dire ok, et maintenant si on essayait d'utiliser ça pour faire autre chose, puisque là je viens de construire un élément C qui est différent de 0, 1, 2, 3, etc. Mais après tout, si je l'utilisais pour faire un peu plus que ça et construire des objets qui m'intéressent ou des modèles qui m'intéressent. Par exemple, je pourrais chercher à construire un modèle avec un entier non standard qui soit infiniment grand. Je veux dire plus grand que tous les entiers. C'est en fait pas très dur. Je suffirait que j'ajoute que mon élément C non standard dans ce raisonnement, il est plus grand que, il n'est pas seulement pas égal à 0, 1, 2, 3, etc., mais il est plus grand que 0, 1, 2, 3. C'est toujours vrai que tout sous-ensemble fini possédera un modèle, donc ce raisonnement me dit qu'il y aura un modèle avec un entier non standard infiniment grand, c'est-à-dire que son interprétation sera plus grande que tous les entiers standards. Donc je suis capable de construire des modèles d'entiers non standards avec des infiniment grands. Et ce que je viens de faire avec les entiers, après tout, une fois que j'ai les entiers, je peux construire les rationnels, je peux construire les réels, je peux prendre l'inverse d'un entier, etc. Et je vous l'ai dit, on fait de la preuve et on peut reprendre tout ce que on vous a raconté en analyse ou en mathématiques et avec ça. Donc ça veut dire que finalement, vous pouvez raisonner sur des infiniment grands. Et l'inverse d'un infiniment grand, qu'est-ce que c'est? C'est un infiniment petit. Si je prends un infiniment grand, son inverse est plus petit que tout réel ou tout rationnel positif. Donc vous avez des modèles des rationnels, le modèle des réels, en tout cas des modèles de la théorie des réels, avec des infiniment grands et des infiniment petits. Et vous venez de donner naissance à ce qu'on appelle l'analyse non standard, qui permet de raisonner avec des infiniment petits, des infiniment grands. C'est très joli, puisque en fait on peut prouver, ce que je ne ferai pas parce que ça dépasse l'ambition de ce cours, qu'une fonction est continue sur les réels. Donc là je parle bien de la notion de continuité qu'on a pu vous définir jusque-là, avec pour tout epsilon existe delta, si et seulement si, pour tout y infiniment petit et pour tout réel x standard, f de x plus y moins f de x est infiniment petit. Si vous préférez, f de y est infiniment proche de f de x pour y infiniment proche de x. Alors, c'est un exemple, la continuité qui peut se formuler comme ça. Et donc, je vous invite à regarder la page Wikipédia sur l'analyse non standard. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette page. Et mon objectif n'est pas du tout de faire un cours d'analyse non standard. Ça, ce serait largement en dehors de l'ambition de ce cours. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce cours. Mais de voir que, par exemple, les concepts comme converger, la convergence d'une une suite converge vers un réel L, c'est la même chose que dire que L est un réel standard et que AN est équivalent à L, est infiniment proche de L pour N infiniment grand. Convergence d'une sous-suite, ça peut s'écrire la sous-suite de AN qui converge vers L, c'est-à-dire qu'il y a un N infiniment grand, tel que AN est infiniment proche de L. On peut parler de suite de Cauchy, on peut parler de continuité, continuité uniforme. Et donc, cet exemple très parlant, la fonction qui a x associe x au carré est continue, parce que si je prends x standard et y infiniment petit, eh bien, je peux développer mon expression. Et puisque x est limité, ça veut dire que x n'est pas infiniment grand, est borné par un réel standard. Je sais que le produit de x par y, puisque y est infiniment petit, c'est donc infiniment petit, et que y au carré est un infiniment petit, et donc que ces deux quantités sont infiniment proches.
Par contre, elle n'est pas uniformément continue. Bon, on voit aussi sur cet exemple que la différence entre continuité et continuité uniforme est très subtile dans ce cadre-là, puisqu'en fait, on a simplement changé X standard. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce n'est pas réellement enseigné, parce que c'est très joli et très élégant, mais aussi extrêmement subtil, et c'est pour ça que historiquement, on est arrivé à plutôt définir les concepts avec des pour tout epsilon, il existe delta, et comme vous l'avez fait jusque-là, alors que si vous revenez dans l'histoire, en fait, on présentait les réels avec des infiniment grands, des infiniment petits, et on ne se posait pas tant de questions. Et bon, ok, on a obtenu à un moment des paradoxes, mais finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne sait pas si l'arithmétique est cohérente, mais si l'arithmétique est cohérente, on peut faire de l'analyse non standard, et on peut définir les concepts et raisonner sur des infiniment grands, infiniment petits. Alors, j'en dirai pas plus sur ce contexte-là, mais c'est quelque chose de très élégant et de très intrigant. Et mon but, c'est précisément de vous inviter à passer un peu de temps à comprendre ça, et même si ce sujet dépasse clairement ce que je souhaite raconter dans ce cours et ce qui est dans le polycopier. En fait, on va dans la suite passer à un autre sujet, arrêter d'utiliser, vraiment se focaliser sur la logique. Mais juste pour mentionner d'autres utilisations de la logique, comment est-ce qu'on prouve qu'un axiome est indépendant d'une théorie? En pratique, on utilise un modèle pour construire un modèle de cette formule et un modèle de sa négation. Donc en fait, quand on prouve de la cohérence, on prouve toujours de la cohérence relative. Puisqu'on est incapable de prouver, par exemple, que l'arithmétique est cohérente, le mieux qu'on peut faire, c'est toujours de prouver que certaines choses sont cohérentes modulo, euh, relativement à l'hypothèse de cohérence de la théorie précédente. Et juste pour dire aussi que en fait, la logique permet de définir des objets, mais aussi de s'intéresser à ce qui ne peut pas être défini. Donc, par exemple, si je prends des graphes, il y a les graphes, on peut se persuader qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être écrites avec de la logique du premier ordre, et c'est donc la question de la définissabilité. Et la logique est présente, et ces concepts, dans d'autres domaines, donc, par exemple dans les bases de données pour définir des requêtes, etc. Donc la logique est partout, c'est très naturel, et j'arrête là en ce qui concerne la logique dans ce cours.